Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous allons continuer à naviguer en compagnie du ternaire, de la trifonctionnalité et de la tripartition. Alors la dernière fois, nous avons vu, en compagnie de Jean-Loïc Lequelec, un mythe qui n'était autre que le plongeon cosmogonique. On a essayé d'en dégager une structure que, nous avons passé au filtre de plusieurs combinaisons en ternaire, et donc j'ai superposé, empilé des combinaisons en ternaire qui n'étaient autres que, alors peut-être les termes sont un petit peu maladroits, mais peu importe, qui n'étaient autres que la segmentation, la spatialisation et la séquence. Alors ça concernait quoi? Eh bien ça concernait la matière, l'espace et le temps, voire le vivant, l'étendue, la durée. Et j'en ai ajouté d'autres, qui n'étaient autres que l'identité, la hiérarchie et la valeur. Et également le particulier ici, le singulier ici et l'universel qui se trouvait ici. On va revenir à la double négation pour vous faire comprendre quelque chose en fait, quelque chose qui se réfère, donc c'est une autre étape, qui se réfère à cette phrase que je vous ai dite, qui est un petit peu sans doute abstraite, sur laquelle j'insiste, et sur le fait que ça pourrait bien avoir avec un fait anthropologique, un fait anthropologique originel. Alors c'est ce qui m'intéresse, et cette phrase est la suivante, c'est que nous sommes parvenus à soustraire des éléments du réel pour finalement en faire des représentations concepts. Ok. Donc on va revenir encore sur Hegel et notamment sur l'Aufhebung. Et je vais essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Un peu mieux, du moins. Concernant la négation, concernant ce qui, originellement, nos premiers gestes d'être humain, concernerait la négation. Et c'est, à mon avis, la grande découverte, finalement, de Hegel. Alors, que l'on considérait comme ce philosophe qui travaillait sur la vie elle-même, donc qui a été quand même assez loin, pour essayer d'en percevoir quelques éléments, effectivement, comme toujours. Et donc, c'est ce que je vais faire. Donc, l'idée, c'est de reprendre l'Aufhebung avec, ce principe de suppression-conservation. Et de suppression-conservation, et c'est là où c'est un petit peu tendu, de suppression-conservation, simultanée, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est ça qui est difficile, puisque c'est contradictoire. Ce sont deux éléments contradictoires, la suppression, la conservation. Toutefois, quand je vous dis soustraire un élément du réel, nous, ce que nous avons fait en tant qu'espèce, l'idée, c'est que nous avons soustrait pour additionner. Et donc, on pourrait remplacer suppression-conservation par soustraction-addition, en fait. Et effectivement, une soustraction-addition qui serait quasi, je vais le dire comme ça, simultanée. Alors ici, effectivement, il faut que je vais prendre des exemples, notamment des exemples sur la base, toujours en ternaire, sur la matière, sur l'espace, le temps ou le vivant, l'étendue, la durée. Donc je vais prendre une série d'exemples pour expliquer ce que je veux dire. Avec l'idée qu'on puisse soustraire pour ensuite additionner. Alors, il y a une phrase qui peut nous éclairer. En fait, c'est la phrase toute simple de Lavoisier. Lavoisier nous dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc cette phrase est vraiment importante parce qu'on pourrait se dire « oui, en fait, rien ne se soustrait, rien ne s'additionne ». Tout est dans l'ordre d'un continuum, en fait. Et le continuum, c'est quoi? Le continuum, c'est le réel. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? C'est que au sein du réel, ça fait bloc. Il n'y a pas d'interstice, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'espace. Vous voyez? C'est un continuum d'événements, finalement.
Alors, ici, effectivement, eh bien, je vais prendre des exemples pour que vous puissiez comprendre ce que j'entends par soustraire. Et l'exemple premier se réfère, eh bien, à des hominidés, hein, donc à nos ancêtres. Hein. Ces ancêtres faisaient 1,10 m et la première trace, hein, effectivement, la première trace de soustraction, eh bien, concerne un outil. C'est le premier outil. Alors, je vous ai mis en référence, ici, 2 préhistoriens qui racontent cette histoire. Alors, je vais vous la raconter, évidemment, très synthétiquement. Hein, et je vais prendre, finalement, ce galet pour vous faire entendre ce qu'est la soustraction et de quelle manière nous allons fabriquer techniquement des outils, ce en relation, évidemment, avec la matière. On parlera de l'espace et du temps après. Donc, on a ce galet. Et les premiers hominidés, hein, qui, eh bien, nous expliquent ces préhistoriens, étaient des charognards, en fait. Hein, donc, et durant des milliers d'années, finalement, nos ancêtres ont été des charognards. On a pu repérer que le premier outil était un galet qu'on a appelé un chopper. Alors, pourquoi ? Eh bien, ce chopper veut dire en français hachoir. Donc, le premier outil que nous avons construit, a priori, c'est un hachoir. Mais pour le faire, en fait, il a fallu le briser. Il a fallu finalement retirer, soustraire de la matière au galet, eh bien pour fabriquer, créer, hein, pour le coup, une face contendante. Alors, c'est pas à l'époque des bifaces, hein, c'était monoface, une face contendante, tranchante. Et à quoi servait ce tranchant, en fait, de ce chopper, hein, de ce hachoir? Eh bien, il servait, en fait, à briser des os dans le sens de la longueur pour pouvoir récupérer la moelle et la manger. Et donc accéder à quoi ? À de la protéine, a priori. Hein ? Voilà, facteur d'évolution humain. Donc ici, vous voyez, par rapport à la matière, enfin, j'essaie de donner un exemple, hop, on soustrait finalement pour créer et additionner au sens où on a un nouvel outil, hein, on crée une unité. Donc l'idée, si je répète ma phrase, on soustrait un élément de la matière. Eh bien pour faire quoi ? Pour créer des représentations concepts, mais aussi pour techniquement créer des unités en fait. On peut reprendre l'exemple de la pomme golden. La pomme golden, effectivement, à partir du moment où on la nomme, vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir la pomme dans ma main pour finalement que vous puissiez imaginer une pomme. Alors une pomme rouge, verte, jaune. Alors golden, elle sera jaune, hein, vous voyez. Vous pouvez l'imaginer de cette manière-là, mais j'ai pas besoin de l'avoir dans les mains. Donc, finalement, je fais une copie, hein, et eh bien, j'en fais une représentation concept, comme on l'a vu, qui est une unité universelle, qui est le mot pomme, en fait. Ok ? Cette unité, eh bien, c'est quoi ? C'est une création, hein, création qui partirait, bien, effectivement, d'une soustraction, mais cette unité, eh bien, on peut l'adjoindre à d'autres unités, donc à d'autres soustractions d'éléments du réel. Hein, donc, on peut adjoindre une pomme, eh bien, avec quoi ? Avec un couteau, une fourchette, avec un pommier, etc. Hein, vous voyez, donc tout ça, ce sont des unités qui se réfèrent à des représentations concepts, mais qui sont aussi, effectivement, des unités qui, et c'est la difficulté, sont passées par la création technique. Hein, donc, par, effectivement, une action sur la matière. Et on a fait la même chose avec les pommes, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a fait en sorte que les pommiers produisent plus de pommes. Donc on a agi finalement aussi sur la matière. Hein. Ok, donc ça c'est les premiers pas, si vous voulez, avec ce fameux chopper. Je raconte une histoire. On passe, eh bien, au chasseur-cueilleur. Que fait le chasseur-cueilleur lorsqu'il capture une proie ? Bien, il va dépecer sa proie, mais il ne va pas uniquement que la dévorer, en fait. Il va récupérer la peau d'un côté pour se vêtir ou voire s'abriter, hein, puis d'un autre côté, il va y avoir la nourriture. Hein, il va pouvoir se nourrir avec, finalement, la proie. Hein. Qu'est-ce qui se passe là, ici ? Il y a une division, hein, il y a une soustraction avec le dépeçage, justement.
le chasseur-cueilleur n'agit pas comme le loup ou l'ours, qui capture une proie, la dévore et la laisse sur place. Alors, ce qui était bien pour nous, quand nous étions des petits hominidés d'1,10 m, et quand nous étions finalement des charognards, pour pouvoir bien récupérer finalement des os qu'on allait briser dans le sens de la longueur pour pouvoir effectivement manger la moelle. Ok. Donc là, le chasseur vient finalement créer deux usages. Un usage qui serait se nourrir à partir d'un moiseur et effectivement se vêtir ou s'abriter, vous voyez, avec la peau de l'animal finalement. Donc là encore, usage technique, mais aussi soustraction d'un élément. Alors là, qui n'est pas effectivement sous la forme d'une représentation concept, puisqu'on n'a pas de preuve qu'à cette époque-là, il y avait déjà un langage articulé, élaboré, etc., pour dire c'est une peau d'ours, donc, etc. Bon, évidemment. Mais vous voyez qu'il y a ces opérations, en fait, de séparation, de division, c'est ce que je veux vous faire entendre, qui vont créer des objets séparés, en fait. On passe à un autre exemple, c'est une petite histoire, on passe au pétrole brut. Le pétrole brut, là encore, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qu'est-ce que ça produit, le pétrole brut? Lorsqu'on, analyse, sépare, divise les composés, ce qui compose le pétrole brut. Qu'est-ce qu'on arrive à en faire? D'un côté, on en fait de l'essence pour rouler, voire transporter, et d'un autre côté, on en fait du plastique, voire des sacs plastiques pour transporter aussi. Donc pareil, la pouf, deux usages, à partir finalement d'une division, d'une soustraction qui amène à quoi? À des créations techniques. Ces créations techniques, ça fait quoi? Ça fait des objets séparés. Et ces objets séparés, on peut les additionner, en fait. Vous voyez? De la soustraction à l'addition. Et cette addition, ça donne quoi? En termes de combinaison, je vais finir l'histoire là-dessus, concernant l'idée de matière, et de représentation concept, qui est mêlée finalement, cette idée de division-séparation de la matière, soustraction d'un élément du réel, c'est que, on va fabriquer à un moment donné des barquettes en plastique avec du cellophane pour mettre quoi? Pour mettre une entrecôte dedans. Vous voyez? Donc, ce sont deux éléments séparés, finalement, qu'on va combiner ensemble. Deux unités, finalement. Alors, on peut reprendre l'entrecôte du chasseur-cueilleur qu'on va mettre dans une barquette en plastique. Vous voyez? Ok, vous voyez? Donc, et c'est ces créations, en fait, alors qui sont, pour moi, issues d'une soustraction de différents éléments du réel, qui vont produire finalement à la fois des représentations concept, mais aussi des objets techniques isolés, en fait. Et des objets techniques isolés, avec un certain nombre, comme je le dis, avec la barquette en plastique et l'entrecôte, qu'on peut, à un moment donné, réunir, combiner, et créer encore d'autres formes. Vous voyez? Et donc l'idée, c'est toujours de revenir sur cette idée que la première opération, pour nous, êtres humains, se réfère à la négation, en fait. À la négation, et je vais le dire comme ça, alors pour moi c'est important, à la négation du réel. C'est-à-dire à la négation de ce continuum. On n'en veut pas du réel, en fait. Ce qu'on veut, c'est des représentations concept, c'est des éléments qu'on soustrait au réel pour créer des objets que l'on va additionner. Et que l'on va additionner, évidemment, pour faire quoi? Pour assimiler, posséder, exploiter. Et effectivement, c'est ce qu'on fait constamment. Alors aujourd'hui, il y a une telle affirmation dans ce sens-là, effectivement, on collectionne des biens matériels, alors tout un tas, des objets finalement bien définis, bien circonscrits, bien séparés finalement, qui sont des réalités humaines, sous-tirées du réel. Mais les biens narcissiques, c'est pareil, en termes de représentation finalement. Au sein du champ des représentations, on collectionne aussi des diplômes, on
collectionne des titres, hein, collectionne des médailles, collectionne les honneurs, vous voyez, la gloire, etc. Effectivement, hop, on est toujours sur les mêmes niveaux, si vous voulez. Et ensuite, bien corporel, on collectionne aussi les plaisirs. Ok, alors sous forme, effectivement, de nourriture sous cellophane, bien séparé, si vous voulez. Ok. Et donc là, c'est des additions, hein, voire des multiplications au sein d'une chaîne de production, multiplie aussi. Hein. Mais pour moi, ce qui est important, eh bien, c'est justement le fait, cette première fois, de nier le réel, de vouloir soi-même se soustraire, en tant qu'être humain, de se soustraire du réel, pour accéder finalement eh bien, aux représentations concepts. Alors, je vous ai dit, si, hop, matière, on a parlé de la matière en fait. Et avec toujours avec cette idée aussi bien de reprendre Lavoisier, hein, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Hein. Alors je vais remettre ça dans le bon sens, hein, rien ne se soustrait, rien ne s'additionne, tout est au sein d'un continuum, tout est au sein du réel en fait, hein, d'une transformation au sein du réel. Mais il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de coupure. Ok, bon, j'insiste pas. Je vais passer au temps plutôt qu'à l'espace. On reviendra sur l'espace après. Pour comprendre, en fait. Parce qu'on va passer par Bergson, en fait, hein, pour comprendre, eh bien, la manière, effectivement, dont, eh bien, là aussi, on soustrait des éléments du réel pour élaborer, fabriquer du temps, en fait. Hein. Alors, je vous ai mis des petites notations, là. Hein. Théo, c'est temps objectif, là, c'est temps subjectif, et là, c'est matière d'un tout présent en mouvement. On va voir ça après. Temps objectif, en fait. Eh bien, c'est effectivement, pour nous, de manière originelle, il y a les cycles des saisons. Alors, il n'y a même pas les cycles des saisons. Il y a une Terre, en fait, qui tourne autour du Soleil. Hein, et puis, effectivement, la Terre se réchauffe ou se refroidit, hein, si vous voulez, selon les hémisphères, d'ailleurs. Hein, hémisphère nord, hémisphère sud, etc. Donc, eh bien, en fait, ce n'est pas l'hiver tout le temps, hein, selon les hémisphères. Ce n'est pas l'été tout le temps, selon les hémisphères. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons commencé à soustraire finalement des saisons, hein, en disant, bon, bah voilà, il y a l'hiver et en plus, on les a bien encadrés en termes de temps, si vous voulez. C'est-à-dire que l'été commence à telle date, finit à une autre date, et à cette date-là commence l'automne. Donc 4 saisons. Déjà, et ce que je veux dire, c'est l'aspect comptable, en fait, hein, qui tout à coup se met en place. Hein. Et après, ben voilà, après c'est foutu. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir 12 mois, 365 jours, parfois 364 ou 6. Hein, oui, 366 avec les années bissextiles, mais bon, ben voilà, il va y avoir 24 heures, donc les heures. Il va y avoir les minutes, les secondes, voire jusqu'aux nanosecondes. Et là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas de couper, on n'arrête pas de séparer le temps. Hein. Donc ça, c'est le temps objectif. Et c'est d'ailleurs, quelque part, ce que j'appelle le temps de la contrainte, puisque on arrive à quoi? Bon, très vite, on arrive à 35 heures en France, hein, 35 heures par semaine de travail. Hein, voilà, bon, quelque chose... Une institution, finalement, hein, le travail, qui se réfère à 35 heures par semaine, pour nous, en France. Hein, ok. Le temps de la contrainte, mais le temps aussi, surtout, qui se réfère à la division. Donc on a commencé, finalement, par une négation, par soustraire, finalement, des saisons, hein, pour additionner, hein, pour créer. Alors là, avec le temps, on ne fait qu'additionner, si vous voulez. Hein. Et justement, on additionne les secondes, les heures, les saisons. Et au-delà, si on va plutôt, alors si on passe du micro au macro, on va justement vers l'année, le siècle, le millénaire et l'année-lumière. Ok ? Donc l'année-lumière, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à calculer la distance entre le Big Bang et l'époque actuelle. Ok, il y a donc 13 milliards d'années-lumière qui nous séparent, et les poussières, hein, du Big Bang.
ok, et notamment qui nous sépare du fond diffus cosmologique. On en parle tout à l'heure. Bergson arrive avec essai sur les données immédiates de la conscience. Bergson arrive avec ce livre et il nous dit bien qu'effectivement, il y a le temps objectif, mais en tant que sujet, il y aurait bien aussi le temps subjectif, alors que lui nomme plutôt durée. Donc là, c'est intéressant ici, vous voyez, parce qu'il y a matière, espace-temps, vivant, étendue, durée, et là, ce serait plutôt une zone floue, puisque le temps subjectif, en fait, eh bien, participe plutôt du sujet, de la singularité des sujets, chacun, chacune, concernant un ressenti, comment nous ressentons le temps, comment le temps passe en fait, pour nous, en tant que sujet. Alors je vais prendre un exemple très simple. Une jeune personne fait du football de 14 à 16 heures, il ne voit pas le temps passer. Ou elle ne voit pas le temps passer parce que c'est une personne, elle ne voit pas le temps passer en fait. Ok, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Le ressenti, c'est que le temps s'est rétracté en fait. Autre exemple, on voit une personne bien dans un bureau comme ça, c'est une espèce de petite scénette, un petit film. Il est 16h55, il termine, cette personne, elle termine à 17h. Ok, le temps va être très très long, le temps va s'étendre, puisqu'il va, ou elle va finalement regarder l'horloge et va compter les secondes, les minutes. On peut imaginer que cette personne, à 17h10, a un rendez-vous avec l'être aimé, une autre personne qu'il désire, donc un mouvement comme ça, pulsionnel, amoureux, etc. Cette personne, si cette personne n'est pas présente à 17h10, bien là, on va pas compter les minutes, on va compter les secondes, et là, le temps va encore plus s'allonger, le ressenti. Et donc, c'est ce que nous dit Bergson, en fait, alors, ce temps subjectif qu'il appelle durée, c'est-à-dire qu'il y a des durées, en fait. Alors, le temps serait à la fois extensible et rétractable. Alors là, ici, il ne faut pas oublier que Bergson est contemporain de Einstein. Donc, ici, on a deux types de temps, vous voyez, on a ce temps, effectivement, comptable, qui se réfère aussi à la matière, c'est-à-dire que ce sont effectivement des unités. Pomme, ok, est une unité, la pomme est une unité, le pommier, il y a plusieurs pommiers aussi, sont des unités, et comment on combine tout ça, comment on en crée finalement une comptabilité. Pour le temps, c'est pareil, on compte le temps. Ça participe aussi de la raison comptable. Toutefois, Bergson nous dit, il y aurait quand même bien un ressenti, et notre relation au temps, finalement, subjectivement, elle n'est pas comptable, en fait. Et ça serait peut-être ça le vrai temps, en fait, pour nous, pour chacun, chacune. Mais toutefois, on a une donnée, finalement, qui nous permet de faire quoi ? Qui nous permet de faire société. On a le temps de la contrainte qui nous permet de faire société, et donc de bosser 35 heures par semaine, etc., etc. Ok, là, c'était... on a fait le temps duré, alors matière vivante, plus ou moins, c'était plutôt technique, représentation concept, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et là, on va s'attaquer un petit peu aussi à l'espace. Et pour l'espace, c'est pareil. Alors, je vais vous mettre directement cadastre. Non, c'est cadastre.gouv, en image ici. Et vous pourrez aller sur ce site, en fait, et constater que la France, finalement, est divisée en des milliers de parcelles de terre. Et, alors vous pouvez le voir sur l'image d'ailleurs, vous pouvez avoir des petites parcelles de terre, et ces parcelles de terre sont numérotées. Et derrière ces parcelles de terre, il y a quoi ? Il y a un propriétaire ou des propriétaires, en fait. Ok ? D'accord, effectivement, qu'est-ce qu'on constate là encore ? Je dirais on soustrait pour additionner, si vous voulez. Ou
Oui, on supprime un état d'une étendue pour pouvoir la conserver, mais la conserver sous quelle forme? Sous la forme d'une délimitation, hein, et donc sous la forme, comme je vous en ai déjà parlé avec Marx, sous la forme de l'enclosure. Hein. Donc on délimite un terrain, en fait, on délimite une parcelle de terre qui évidemment va avoir une certaine valeur. Hein. Et plus on en a, plus hiérarchiquement, eh bien, on est un gros propriétaire foncier, riche, etc. etc. Hein. Ok, mais là, c'est pour vous dire aussi, eh bien, le processus, la mécanique, hein, qui se rapporte, eh bien, à une mécanique comptable. Hein. On soustrait un élément du réel pour pouvoir finalement en faire une représentation concept. Et là, sur le cadastre, c'est ça, hein, ce sont des lignes hein, comme ça qui finalement font des petits carrés. Alors parfois, c'est pas toujours, c'est des parallélépipèdes ou autres. On y met des chiffres et on compte les parcelles de terre. Ok, et là, bon, bah, on est dans quoi? On est dans le schéma. Hein, on est sur une carte, hein, là on est vraiment sur la représentation concept en tant que telle. Toutefois, l'espace, alors ça concernerait l'espace au sens comptable, hein, au sens effectivement géométrique du terme. L'espace, nous, en tant que sujet, chacun, chacune, tel qu'il le ressent, bah, c'est pas tout à fait ça, en fait. Alors, effectivement, il y a des délimitations, hein, les délimitations des murs d'une maison, il y a les délimitations, effectivement, en ville, effectivement, concernant l'espace public, l'espace privé, l'espace commercial, etc. Donc tout ça, effectivement, physiquement, on le ressent, mais si on se promène en campagne, on peut voir des horizons. Alors ces horizons, effectivement, c'est une limite visuelle, mais c'est pas la limite, en fait. Il y a quelque chose au-delà. Donc qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit une étendue, en fait. On perçoit une étendue qui n'a rien à voir avec l'idée d'espace cartographié, hein, avec l'idée d'espace comptable. Et en règle générale, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'imprègne de cette étendue, hein, comme d'ailleurs de la durée, en fait. Hein. Ok, donc, bah, vous voyez, le corps, en fait, bah, tout ça c'est une question de corps. Hein, quand je vous parle de étendue vivant, c'est le corps finalement, eh bien qui ressent les choses différemment. Mais en tant qu'être humain, eh bien, on va s'imposer, je dirais qu'on s'impose à nous-mêmes, eh bien, des contraintes hein, qui sont liées à des unités comptables, qui sont liées eh bien, à des géométries, mais qui sont tout autant comptables. Alors que, effectivement, nos corps alors, c'est ici qu'il faut entendre, justement, c'est l'intelligence, le génie de Bergson, en fait, hein, de Henri Bergson, philosophe. C'est que, justement, nos corps, eux, sont plongés dans le réel. Ils sont vraiment en contact hein, permanent avec le réel. Mais pour faire société, eh bien, nous avons instauré, finalement, des systèmes de contraintes qui se réfèrent aux représentations concepts, qui se réfèrent à des unités, et qui se réfèrent, bien entendu, eh bien, au langage, au logos, hein, évidemment. Toutefois, quelque part, ce que nous dit Henri Bergson, eh bien, c'est que ça nous déborde aussi. Hein, ça nous déborde. C'est-à-dire que l'étendue, la durée, finalement, le ressenti, c'est vague, c'est flou tout ça. Hein. Toutefois, il y a toujours ce truc, hein, ce qui domine. Il y a toujours, bien, on parlait d'étendue, il y a toujours cette idée d'étendue des dominations. Hein, qui est là présente hiérarchiquement, hein, alors qui fait que, eh bien, on s'affirme chacun chacune à travers un universel, donc à travers une raison comptable quelque part pour le dire vite, hein, un universel, on s'affirme singulièrement à travers un universel. Et donc, eh bien, on veut effectivement être hiérarchiquement, on va dire, on fait des choix qui pour nous eh bien, se rapporte à l'étendue des dominations. Alors quand je vous dis ça, on peut revenir finalement, eh bien, on peut revenir concernant l'étendue des dominations, en fait. Alors ça me vient de Walter Benjamin, ou Walter Benjamin, comme on dit, autrement. Enfin bref, peu importe la prononciation, je vais vous l'écrire. Walter Benjamin disait qu'en fait, eh bien, la culture
les cultures sur lesquelles eh bien, on travaille, ces trésors culturels sur lesquels eh bien, on peut finalement se pencher pour déterminer, analyser des faits humains, alors des faits anthropologiques justement, mais cette culture se rapporte le plus souvent, majoritairement, très majoritairement, eh bien, à des cultures dominantes. C'est-à-dire qu'effectivement, les Grecs, à une époque, étaient dominants sur un territoire donné, vous voyez ? Les Égyptiens aussi, sur un territoire donné. Et ce qui nous reste, en fait, eh bien, c'est la culture des dominants, en termes de, eh bien, d'objets archéologiques, en termes d'objets culturels, en termes d'objets artistiques, qu'on considère comme de l'art. Effectivement, même les tableaux chrétiens, etc. Bon, les tableaux de maîtres, ces maîtres, ils peignaient qui ? Bien, ils peignaient soit eh bien, l'idéologie dominante, donc l'histoire du Christ, l'histoire de Marie, de la Vierge Marie, etc., soit ils peignaient bien les dominants, donc les bourgeois, les aristocrates, etc., vous voyez ? Donc voilà, c'est la réflexion finalement de Walter Benjamin de ces cultures, alors qui effectivement ont disparu, etc., mais qui ont été remplacées par d'autres cultures dominantes. Donc voilà, c'est aussi ça, enfin, c'est essayer d'articuler aussi cette idée d'étendue des dominations aussi. Alors avec le fait que, eh bien, je résume, que nous avons cette capacité de soustraire des éléments du réel pour les additionner finalement quasi simultanément, pour en faire des unités isolées et pour combiner ces unités entre elles, ou pour les ajouter les unes à côté des autres, pour produire du bien matériel, du bien narcissique, du bien corporel, bon, blablabla, blablabla. Ok. Troisième conception finalement, eh bien, concernant une synthèse. Une synthèse, la synthèse de matière, espace-temps ou vivant, étendu, durée. Cette synthèse qui va concerner quoi ? Bien, qui va concerner le réel. Je vous disais que le réel, on n'en voulait pas, qu'on en était sorti du moins. Et on en sort, eh bien on en sort, si l'on se réfère à la psychanalyse et non pas au mythe, là, pour le coup, eh bien on en sort en gros à peu près durant le stade du miroir, mais ça c'est une première étape, le stade du miroir de Lacan. Alors je vais vous mettre le texte de 1949, un texte extrêmement important, donc petit à petit, à chaque fois, on fait une petite référence comme ça. On en sort finalement vers 2 ans, 3 ans du réel, puisque auparavant, finalement, on est en tant qu'enfant en fusion avec la mère, en règle générale. On s'accroche au sein de la mère. Donc on est en fusion. Et là, stade du miroir, ce sont les premiers moments de détachement, en fait. Mais ce sont seulement les premiers moments. Après, il y a plein d'autres étapes, finalement. Il y a notamment l'acquisition du langage. Notamment, eh bien, la socialisation par l'acquisition du langage. Donc la socialisation, donc le fait, pour un enfant, d'être amené à faire société. Et là, on se dégage du réel, petit à petit. Donc, eh bien, finalement, nous avons connu le réel, en tant qu'individu, chacun, chacune. Alors, le problème, c'est qu'il y en a, certains sujets, eh bien, apparemment, ne veulent pas en sortir du réel. Justement, c'est là où est le problème. Ok, mais bon, on va pas parler de ça, là, c'était juste pour vous indiquer le fait que, on était en rupture avec le réel et parler justement de la matière d'un tout présent en mouvement. Donc ça, ce terme finalement réunit finalement les trois données, vivant, étendu, durée, matière, espace-temps, et d'ailleurs ça réunit, je pense, le particulier, l'universel et le singulier, vous voyez, c'est pareil en fait. Et donc, alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Parce que c'est une formule, il y a la matière, donc on retrouve la matière, il y a le temps, le présent, il y a aussi l'espace, finalement le tout c'est l'espace, matière d'un tout présent, et il y a le mouvement. Alors le mouvement, c'est que effectivement l'univers est en expansion, et effectivement matière, espace-temps, ça donne quoi ? Ça donne un mouvement quand même,
fait effectivement composé de matière. Ok, alors là on va parler du fond diffus cosmologique. Fond diffus cosmologique qui est important, et je vais prendre ma petite fiche parce que là c'est un petit peu pointu, donc je vous passe l'image, je vous mets une image. Alors, le fond diffus cosmologique fut prouvé, son existence fut prouvée en 1964. Ok, alors ici, cette existence, eh bien, elle était quand même supposée sur la base des travaux d'Einstein, donc sur la base de la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Ce fond diffus cosmologique se trouve à 13 milliards d'années-lumière de distance de notre époque. Donc, quand je vous dis distance, c'est à la fois le temps, puisque c'est des années-lumière, on parle en années, donc c'est le temps, mais c'est aussi l'espace. Alors c'est ça qui est très troublant, et c'est ça qui peut nous donner finalement une version du réel. C'est-à-dire que le réel, comme je vous l'ai dit, ça fait bloc, et l'idée c'est que nous serions du fond diffus cosmologique, qui est en fait la première soupe de particules, la première soupe de matière en fait, avec laquelle il est possible d'être en contact grâce à ce qu'on appelle des rayons fossiles, un rayonnement fossile. Ce rayonnement fossile qui est partout dans l'univers. Donc, ce rayonnement fossile qui se réfère explicitement au fond diffus cosmologique, se trouvant, je répète, à 13 milliards d'années-lumière de notre époque. Ok. Alors ici, ce qui est important de comprendre, c'est que nous n'avons pas du tout la même conception du temps. C'est-à-dire que pour nous, il y a un passé, mais ce passé est révolu. Il y a un présent et il y a un futur. Donc nous envisageons le temps de manière objective, le temps objectif, avec un présent, un passé et un futur. Et effectivement, le passé ressurgit, et il ressurgit sous la forme de souvenirs, tout bêtement, ou sous la forme, effectivement, de reconstitution mentale, en fait. Ok, donc de réminiscence. Ok, donc ça c'est une première étape, mais il y a aussi, effectivement, sa présence du passé, d'un passé révolu, comme on en a parlé d'ailleurs, sur la base de ruines d'une civilisation passée ou d'une culture passée. Mais pour ça, nous, ce temps-là est révolu, c'est un passé révolu. Alors, toutefois, considérer le fond diffus cosmologique comme une ruine, comme quelque chose qui serait fossilisé finalement. C'est là où ça pose un problème en fait, puisque ce n'est pas comme pour nous des ruines, c'est pas comme pour nous des parties, des restes culturels, des déchets culturels. Le fond diffus cosmologique est toujours présent en fait, il est toujours quelque part à 13 milliards d'années-lumière. Alors quand je dis ça, évidemment, c'est très étrange, et c'est difficile pour nos cerveaux de le comprendre, en fait. Pour nous, cette dimension-là est complètement délirante, si vous voulez. Parce que ça voudrait dire, que nous vivons, nous sommes englobés dans une matière, et qui serait la matière du temps, la matière de l'espace et du temps. Et c'est ce que nous dit Einstein, en fait. Nous sommes englobés, finalement, dans un tout présent, dans la matière d'un tout présent, mais comme l'univers est en expansion, c'est la matière d'un tout présent en mouvement. Du moins, je l'ai formulé de cette manière-là. Et effectivement, en tant qu'être humain, nous avons eu la faculté extraordinaire, inouïe, en fait, de nous dégager de ce réel. Alors, sous la forme de la soustraction-addition, ou, si vous voulez, sous la forme de la suppression-conservation, pour reprendre la thèse de Hegel. Donc, j'affirme, quelque part, sans doute une affirmation hâtive, qu'au sein du réel, il n'y a pas de négation, donc il n'y a pas de soustraction, donc il n'y a pas de division, il n'y a pas d'extraction, il n'y a pas, finalement, d'opposition. Dans le réel, rien ne s'oppose, en fait.
Tout est un continuum, en fait. Et donc, voilà, on reprend la phrase de Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le réel, c'est ça. Et nous en sommes séparés du réel. Alors, effectivement, là, je vous parle de négation. Cette négation, on va travailler dessus puisque ça m'intéresse. Alors, comme une hypothèse que, effectivement, je pose comme ça aux origines, très prétentieusement, de l'humanité. Mais c'est aussi une hypothèse dont on peut se servir, eh bien, notamment en psychanalyse. Hein, c'est-à-dire que autant Hegel, alors là, pour le coup, est champion de la négation, autant la psychanalyse, je crois aussi, est championne de la négation. Alors pour Hegel, quand je dis champion de la négation, une dernière référence avec Laurent Guiassy, hein, un texte formidable qui s'intitule La négation chez Hegel. Et Laurent Guiassy repère le nombre de fois qu'Hegel utilise le mot négativité et négation. Et là, dans ce domaine, dans le domaine de l'accumulation et justement de l'addition, alors là, c'est un champion. Mais je crois aussi bien que la psychanalyse aussi en use en fait de la négation. Mais là, ici, sans doute, eh bien, de manière différente. Et là encore, c'est le point de vue. Alors, je m'arrêterai là, C'est-à-dire que l'addition, quand on soustrait un élément du réel et qu'effectivement, simultanément, quasi simultanément, on en crée des unités pour additionner. La négation, finalement, au sens du bien et du mal, au sens du vrai et du faux, au sens, finalement, du bon, hein, du bon ou du mauvais, hein, eh bien, le mauvais, le mal, le faux, ça, eh bien, c'est, je dirais, une négation positive. Alors ici, évidemment, quand je vous dis ça, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et on verra ça la prochaine fois, hein, concernant le fait que, eh bien, il est fort probable qu'en fait, il y ait une négation originelle pour créer des additions, mais ces additions, finalement, eh bien, qu'elles soient des additions d'ordre positif, et ça s'oppose hein, évidemment, hein, mais que ce soit d'ordre positif, affirmatif, ou que ce soit d'ordre négatif, le négatif est quand même positif, le négatif est quand même une affirmation. Alors pour le dire aussi, et je finis avec Nietzsche en fait, hein, c'est Nietzsche qui nous dit eh bien que tout est affirmation finalement, et tout est affirmation au sein d'un rapport de force. Alors je vais prendre l'exemple bien des partis politiques. Hein. Vous avez deux partis politiques, évidemment, les deux ont raison. Et les deux, lorsqu'ils s'opposent, eh bien, ont tort. Mais au sein d'un rapport de force, eh bien, même si d'un côté, on dit que l'autre a tort et que nous avons raison, eh bien, de l'autre côté, ils vont faire la même chose, en fait. Et donc, le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on va s'affirmer, hein, et puis on va dire que l'autre, eh bien, est dans alors, on peut dire le mensonge, l'erreur, l'illusion, etc. Enfin, tous ces termes négatifs. Mais en fait, eh bien, l'autre groupe va dire, non, c'est nous qui sommes dans le vrai, c'est nous qui sommes dans le bon, hein. Donc, résultat, et c'est vous qui êtes, effectivement, dans le faux, dans l'illusion, le mensonge, etc. Mais résultat, eh bien, c'est que c'est deux affirmations, finalement. Même si les deux ont tort, d'ailleurs. C'est ça qui est délirant. Même si les deux ont tort, ce sont deux affirmations qui s'opposent. Donc, finalement, eh bien, ça reste toujours de l'affirmation. Donc, j'ai essayé de vous l'expliquer comme ça, hein. Et par le biais de cette petite remarque en fait de Nietzsche concernant bien le fait que la négation dans notre monde, dans notre système de représentation, il est possible quand même que ça soit toujours, malgré tout, lié à l'affirmation. Hein. Voilà, je vous remercie, à la prochaine fois.